Ça va commencer dans 3, 2, 1. Binge audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Au printemps 2019, le destin de Julian Assange, l'emblématique fondateur de Wikileaks, dont on évoquait l'actualité dans l'épisode précédent, a basculé lorsqu'il a été interpellé dans l'ambassade d'Équateur à Londres, où il était réfugié depuis 2012 pour échapper à une possible extradition vers les États-Unis. États-Unis qui lui reprochent, entre autres, ça aussi on l'a dit dans l'épisode précédent, d'avoir aidé l'ex-analyste de l'armée américaine, Chelsea Manning, à mettre en ligne des documents confidentiels sur les conflits avec l'Irak et l'Afghanistan. Si l'avenir judiciaire d'Assange a subi un étonnant revirement avec le refus britannique début janvier d'autoriser pour l'heure son extradition, ouvrant la voie à une possible libération, une question mérite qu'on s'y attarde un instant. Que reste-t-il de Wikileaks ? Comment l'organisation est-elle passée en une décennie à peine d'étendard de la liberté et de la contre-culture numérique à celle de quasi-agents perturbateurs à l'agenda politique trouble, notamment autour du camp Trump ? Cette question, on avait voulu y répondre dans un épisode en avril 2019, épisode que je vous propose de réécouter tout de suite. Bienvenue dans Programme B. En une et en gros caractères. Pour le Guardian, c'est l'événement. Il faut dire que la révélation de documents confidentiels sur la guerre en Afghanistan est massive. La plus grosse fuite depuis la guerre du Vietnam. Le quotidien britannique en fait 14 pages et Der Spiegel en Allemagne 17. Les deux titres s'appuient sur Wikileaks. Ce site internet publie aujourd'hui des dizaines de milliers d'archives militaires remontant jusqu'en 2004. L'homme, responsable du site, n'hésite pas à parler de sale guerre. C'est à une cour de décider clairement si en fin de compte c'est un crime. Quelques petits rappels chronologiques avant de démarrer, histoire qu'on ne se perde pas en chemin. Wikileaks est créé en 2006 par Julian Assange, mais ne se retrouve donc dans l'œil du grand public qu'en 2010, lors de la publication des documents confidentiels transmis par Manning que j'évoquais plus tôt. Dès lors, Assange et donc Wikileaks sont pris entre plusieurs feux. D'une part, les États-Unis lancent une procédure contre Julian Assange, et d'autre part, sur un plan plus personnel, le fondateur de Wikileaks fait l'objet d'une enquête en Suède et de 2 plaintes pour agression sexuelle, 2 de ses anciennes compagnes l'accusant d'avoir retiré sans leur consentement son préservatif durant des rapports intimes qui, eux, étaient consentis. Il est alors en Grande-Bretagne où il est arrêté en vue de son extradition vers la Suède. Il est libéré sous caution et il combat cette extradition devant la justice britannique, justice qui finit par lui donner tort en 2012, d'où donc son arrivée à l'ambassade d'Équateur à Londres. Voilà pour le cadre historique, j'espère que vous avez bien suivi. Ce cadre, on va l'explorer en détail avec un duo de spécialistes, Amael Guiton et Martin Untersinger, respectivement journalistes à Libération et au Monde. À l'un et à l'autre, j'ai demandé pour démarrer comment s'était opérée la mutation de Wikileaks de ses débuts à aujourd'hui. Alors c'est une question compliquée, mais pour y répondre le plus simplement possible, en fait, Wikileaks a changé un petit peu de stratégie au fil des années. En 2010, quand il atterrit comme ça avec fracas sur la scène médiatique avec ses documents secrets de l'armée américaine, il travaille avec des journaux, oui, dont mon journal Le Monde et d'autres grands journaux internationaux. Chaque document est inspecté, chaque information qui pourrait être dommageable est expurgée. Donc il y a vraiment une démarche journalistique de filtre. Et puis au fil du temps, pour de raisons multiples, complexes et parfois un peu inconnues, Assange décide de changer un petit peu de stratégie et plutôt de passer dans une logique de publication in extenso de tous les documents. Un exemple parmi des dizaines, les Macron Leaks, puisque ces documents ont été piratés pendant la campagne française et ont ensuite été republiés en entier, alors même qu'il y avait des informations qui n'avaient aucune forme d'intérêt public et qui étaient même intimes, personnelles à certaines des personnes piratées. Wikileaks les a republiés in extenso. Vous le disiez, les raisons de ce revirement, elles sont multiples et on ne les connaît pas toutes. Est-ce qu'on en connaît quand même quelques-unes ? Alors, la principale, en tout cas celle qui débute cette mutation de Wikileaks, c'est vraiment une brouille avec les journaux. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Julian Assange, peut-être a-t-il déjà en tête cette idée très politique de transparence un peu absolue, entre guillemets, mais en tout cas il se fâche avec les journaux, il se trouve un petit peu pris au piège de son accord noué avec les journalistes, et il se brouille avec eux. Il estime à un moment donné que le Guardian a compromis l'entièreté des documents, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et décide, dans une logique qui moi m'échappe un petit peu, de publier intégralement les documents qui étaient censés passer par un tri rigoureux des journalistes. Il est de toute façon depuis 2010 dans une guerre de tranchées avec les États-Unis. D'une certaine manière, les documents transmis par Chelsea Manning ont
d'une certaine façon, je pense, modifier aussi la nature de WikiLeaks. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir quand on relit quand on va chercher sur des sites d'archivage à quoi ressemblait WikiLeaks en 2006. L'idée était effectivement qu'ils appelaient les gens à leur transmettre des documents confidentiels, mais ils citaient plutôt en réalité des régimes autoritaires, je sais pas, la Chine, la Russie, etc., ou des pays d'Afrique. Et avec les documents de Manning, il se retrouve effectivement en confrontation directe avec la première puissance mondiale. Il faut relire aussi les textes qu'il écrivait en 2006 pour expliquer ce qu'était WikiLeaks, sur ce qu'il entend par transparence radicale des pouvoirs. Il n'y a pas non plus de rupture totale, il y a une forme de continuité, mais on sent aussi que sa vision politique, sa cosmogonie a évolué, c'est-à-dire qu'on est dans ce que j'appelle moi une vision campiste, c'est-à-dire qu'il est camp contre camp, c'est-à-dire l'Empire américain, c'est l'ennemi principal, et d'une certaine manière, tout est subordonné à ça. Oh, hello, can I please speak to Hillary Clinton? I'm calling from the office of Julian Assange. This is an emergency. This is not the film I thought I was making. I thought I could ignore the contradictions. I thought they were not part of the story. I was wrong. They are becoming the story. Et les rapports avec la Russie. On a beaucoup accusé WikiLeaks d'être une sorte de satellite du pouvoir russe et de servir les intérêts du pouvoir russe, notamment en termes de déstabilisation. Comment est-ce que tout ça se met en place et déjà comment leurs chemins se croisent? Alors, il y a 3 éléments. Le premier, c'est que il faut comprendre que Julian Assange, il est structuré par l'anti-impérialisme. Il est persuadé que les États-Unis aujourd'hui sont la principale force de déstabilisation du monde, ce qui le rapproche d'une certaine manière du Kremlin, au sens où le Kremlin est sur une ligne antagoniste avec les États-Unis depuis quelques années. Par exemple, Assange anime une émission sur Russia Today, la chaîne financée par le Kremlin, dès 2012. Donc il y a ce premier élément. Le deuxième élément, c'est que à un moment où il est donc dans l'ambassade, affaibli, coincé dans cette pièce de quelques mètres carrés, il reçoit des documents issus de la campagne de Hillary Clinton et de notamment la boîte mail de son directeur de cabinet John Podesta. Documents que la justice américaine estime que ces documents ont été volés par des agents du renseignement russe. Donc WikiLeaks, plus ou moins consciemment, a été utilisé comme un relais par l'appareil d'État russe. Et enfin, le troisième élément, c'est le comportement vraiment de Julian Assange, notamment sur son compte Twitter pendant toute la campagne, où il a multiplié les messages très très hostiles à Hillary Clinton. Il faut dire qu'entre les deux, comme elle était ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, au moment où lui publie ses documents, c'était vraiment une relation très très compliquée entre les deux. Et outre ces messages très hostiles à Clinton, il fait des appels de pied à Donald Trump, notamment à ses soutiens. Il promeut des théories du complot sur la provenance des documents piratés par les Russes. Il communique avec certains lieutenants de Donald Trump. Donc tout ça a pris un peu agrégé, ça a un peu jeté une suspicion sur son rôle, mais il faut quand même le dire, à ce stade, il n'y a pas d'éléments. On n'a pas encore vu l'intégralité du rapport Mueller, mais il n'y a pas d'éléments sur une éventuelle instrumentalisation directe de type Julian Assange est un agent russe. Pour l'instant, ça n'existe pas. Quand il se réfugie à l'ambassade d'Équateur en juin 2012, il cherche plutôt le soutien de ce qu'on appelait à l'époque les pays non alignés. Donc ça va être effectivement plutôt les pays d'Amérique du Sud. Et d'ailleurs un certain nombre de gouvernements sud-américains le soutiennent plutôt. Que ce soit lui d'ailleurs ou Snowden un an plus tard en 2013. Là où effectivement il y a une espèce d'alignement de planètes, si on peut dire, c'est à partir du moment où s'ouvre la campagne américaine, où Hillary Clinton se retrouve effectivement à être la principale candidate du Parti démocrate, et où il apparaît que le gouvernement russe, lui, apporte plutôt, on va dire, un soutien, ou en tout cas, dans le discours, fait preuve de plus de sympathie vis-à-vis de Donald Trump. Donc, je dirais pas que ça se croise vraiment, je dirais que ça devient parallèle, en fait.
Je le verrais plus comme ça. Mais effectivement, il y a une tout simplement une conjonction d'intérêts, puisque dans sa vision du monde, Clinton représente effectivement, elle représente l'impérialisme américain, si on veut dire les choses effectivement de manière un peu brutale. Dans sa vision du monde, c'est vraiment ça. Est-ce que le principal problème de Wikileaks, c'est finalement pas Julian Assange, tout simplement ? Alors ça, c'est un peu la question en réalité qui se pose depuis longtemps, et c'est une question qui est très compliquée. Si on regarde bien ce qui se passe à la fin de l'année 2010, au moment où il commence à y avoir effectivement ce qu'on appelle l'affaire suédoise, moi je me souviens d'avoir lu quelques papiers dans Wired par exemple qui expliquaient que à l'intérieur même de Wikileaks, tout ça fait débat. Et qu'il y a aussi des gens qui pensent qu'à ce moment-là, Assange devrait se mettre en retrait pour justement réussir à établir une frontière, alors non pas étanche, mais en tout cas une frontière entre son cas personnel et ses ennuis judiciaires et l'organisation elle-même. Ce que lui-même refuse, parce qu'il se considère, et ça n'est pas faux d'ailleurs, comme l'âme et le principal architecte de ce projet. Mais à partir du moment où lui refuse, bien évidemment, sont inextricablement liés pour les années à venir, précisément son destin personnel et celui de son organisation. Mais il y a eu des conflits effectivement très forts en 2010 à l'intérieur de Wikileaks, des gens qui sont partis, des choses effectivement beaucoup qui se sont retrouvés sur la place publique, etc. Mais c'est ça qui est très compliqué, c'est que à la fois Assange est probablement en effet le principal problème de Wikileaks, mais est-ce que Wikileaks tient sans Julian Assange ? C'est aussi une question qu'on peut se poser parce que il est véritablement au cœur de la machine. C'est aussi sa principale force parce qu'il a quand même une vision qu'il défend depuis plus de 10 ans. Wikileaks, c'est lui qui l'a pensé, c'est lui qui l'a construit, c'est lui qui a pris tous les coups pour Wikileaks. Il y a quelques personnes qui ont gravité ou qui gravitent encore derrière et qui l'aident, mais c'est essentiellement lui. Donc oui, c'est un petit peu le problème de Wikileaks dans le sens où c'est un petit peu parce qu'il était coincé dans l'ambassade que Wikileaks c'est Julian Assange, et Wikileaks était coincé dans l'ambassade. Oui. Mais en même temps, Wikileaks ne serait pas ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui, y compris dans les bons côtés, sans Julian Assange. Qui y a en plus de Julian Assange au sein de Wikileaks ? Quels sont les différents architectes, les différents artisans de cette organisation ? C'est vrai qu'elle est un peu nébuleuse et que finalement on ne connaît que lui. Alors sincèrement, je ne sais pas. Ouais. Il a depuis toujours dit, au mépris des preuves avancées par pas mal de journalistes qui l'ont côtoyé de près, que derrière Wikileaks, il y avait une armée de gens déterminés, salariés, etc. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment, et c'est encore le cas aujourd'hui, et peut-être il y en a encore moins aujourd'hui qu'avant, le fait d'un petit groupe d'une dizaine de personnes. Et aujourd'hui, Assange en tout cas apparaît comme extrêmement isolé, et je vois pas trop comment aujourd'hui Wikileaks peut rebondir avec Assange en prison. Est-ce qu'elle peut lui survivre, cette organisation Wikileaks, non pas qu'il soit menacé de mort, mais disons que son avenir judiciaire est plus qu'incertain. Est-ce que Wikileaks peut continuer sans Julian Assange ? C'est compliqué de répondre à cette question, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Wikileaks est tellement associé à l'identité de Julian Assange pour le meilleur ou pour le pire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui là on a vraiment Wikileaks comme vraiment une organisation sulfureuse, etc. Mais il faut se remettre aussi en 2010 où il arrive avec des milliers de documents numériques. Ça, c'est hyper important parce qu'avant, il y avait des fuites de documents, mais c'était hyper long, hyper compliqué. Il fallait faxer, copier, photocopier, etc. Là, il y a littéralement une source au sein de l'armée qui arrive avec des milliers, des centaines de milliers de documents. On n'avait jamais vu ça. Et journalistiquement, c'est incroyable, c'est fou. Et sa démarche, elle est extrêmement intéressante à ce moment-là. C'est vraiment formidable d'avoir ce genre de moment-là dans le journalisme, et ça a permis de faire émerger des tas de choses. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je vois pas comment Assange peut à la fois continuer à piloter Wikileaks ou passer la main. C'est vrai que ça paraît très, très difficile d'imaginer Wikileaks sans Assange. Ceci étant, il y a quand même aussi autre chose qu'il faut voir, et ça, il faut toujours l'avoir en tête, effectivement. C'est que
quoi qu'on pense du personnage d'Assange, et effectivement c'est un personnage qui est pour le moins complexe, avec des zones d'ombre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et quoi qu'on pense de la manière dont a évolué son organisation, il y a un héritage qui est très clair. On ne peut pas comprendre, par exemple, toutes les plateformes de soumission de documents confidentiels mises en place par un certain nombre de grands médias sans Wikileaks. On ne peut pas comprendre les projets collaboratifs de médias internationaux comme voilà l'ICIJ ou d'autres sans Wikileaks, c'est-à-dire que ils ont véritablement changé les paramètres du journalisme à bien des égards. Il y a aussi aujourd'hui de plus en plus de médias qui publient des documents bruts, qui effectivement vont supprimer les noms, etc. Parce que effectivement dans les médias on se pose toujours la question de ce qui est une information pertinente ou pas, et de la protection des personnes et de la protection des données personnelles, mais il y a de plus en plus de publications de documents bruts, ce qui était infiniment plus rare avant Wikileaks. Donc il y a quand même de toute façon, quel que soit l'avenir du projet lui-même, il y a déjà un héritage et il est déjà devant nos yeux. Et cet héritage, évidemment, il est aussi palpable dans les nombreux essais et récits autour de Wikileaks et de son fondateur, dont le livre de notre invité dans l'épisode précédent, Guillaume Ledy, dont je redonne le titre, Dans la tête de Julian Assange, c'est paru chez Actes Sud et Solin. Merci à Amael Guiton et Martin Untersinger pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver et Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.